Il fait très chaud. J'écris ce script sous 36 degrés et je tourne alors qu'il fait à peu près la même température dehors. Si vous la regardez dans ces conditions, il est probable que vous la regardiez en étant un petit peu moins cognitivement efficace et un petit peu plus violent que d'habitude. Et je sors pas ça de nulle part. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que plein d'expériences disent à ce sujet, mais aussi on va se demander pourquoi, quelles sont les raisons derrière ça, et on va se demander ce que ça implique si on dézoome un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'un pays où il fait plus chaud que le nôtre est nécessairement plus violent ? Heureusement, pas du tout, mais vous allez voir que c'est assez intéressant de comprendre pourquoi. Pour commencer, on va aller à Boston en été 2016 et suivre des étudiants universitaires, 44 au total. Ils ont la vingtaine, en pleine forme, sauf que 24 sont en résidence climatisée et 20 sont en résidence non climatisée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étudier sur 12 jours. 12 jours pendant lesquels la température extérieure va monter à plus de 35 degrés. Je remercie les chercheurs américains d'ailleurs d'utiliser les Celsius et non les Fahrenheit. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est tellement plus pratique. Alors pour les étudier pendant 12 jours, on leur a fait faire 2 tests très simples tous les matins sur smartphone. D'abord un test cognitif que vous connaissez si vous avez vu cette vidéo sur la volonté, le test de Stroop. En gros, on nous écrit des mots désignant des couleurs dans une encre de différentes couleurs et vous devez nommer la couleur dans laquelle est écrite le mot. Par exemple, rouge, bleu, bleu, vert, jaune, vert. Puis un test de calcul mental. Sur les 12 jours, les 2 groupes s'améliorent un petit peu au test. C'est un effet d'entraînement normal. Mais quand la canicule arrive, les groupes divergent. Le groupe sans climatisation décroche de sa propre trajectoire, alors que le groupe climatisé continue de progresser. Au total, l'évolution du groupe sans clim, mesurée par rapport au niveau qu'il aurait eu s'il était climatisé, est d'environ 13% moins bon sur la vitesse pour Stroop et les calculs, et environ 10% moins bon sur les réponses pour Stroop, et pour les calculs, on est sur 6%, mais c'est pas significatif. Mais donc l'étude, elle est claire. La chaleur fait reculer un groupe par rapport à lui-même pendant que l'autre avance. Alors vous vous demandez peut-être si on ne peut pas juste mettre ça sur la qualité de sommeil qui serait moindre quand il fait chaud par exemple. Eh bien en fait, l'équipe de recherche a aussi mesuré le temps de sommeil de chaque étudiant et étudiante et ils ont déterminé que ça n'impactait les résultats de l'expérience que de seulement 8%. Ils mettent eux-mêmes un bémol à ce résultat puisqu'ils dépendent fortement de leur outil de mesure et en l'occurrence, c'est la montre Basis Peak d'Intel. Voilà, vu la qualité de ce genre d'outil, on peut mettre un doute sur la part de l'impact du sommeil, mais cette étude vaut le coup qu'on creuse la piste. Et on fait bien, parce qu'on en a une autre qui est très intéressante. C'est une étude de Park, un économiste de UCLA. Il a récupéré les données du plus gros district scolaire des États-Unis, New York. 4,5 millions de copies d'examen pour environ 1 million d'élèves sur 13 ans. Je vous la fais très courte, mais en gros, un examen passé à 32 degrés, c'est environ 11% de chance en moins de valider la matière. Donc sur la période analysée, Park estime que c'est plus de 510 000 copies qui auraient dû passer et qui ont été recalées à cause de la chaleur. Alors on pourrait continuer, j'avais une autre étude sur la cognition baissée à cause de la chaleur, mais on a compris le principe, donc je vous la mets juste en description. Alors qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui explique ces chiffres ? En fait, quand il fait très chaud, votre corps n'a qu'un seul objectif, se refroidir. Et pour évacuer la chaleur, il envoie le sang vers la peau, juste sous la surface. Sauf que ce sang, il faut bien aller le prendre quelque part. Donc le corps retire des organes internes, genre le foie, la rate, l'intestin, mais le cerveau aussi voit son débit sanguin baisser. Et principalement pour une autre raison en fait. L'hyperventilation. En fait, avec la chaleur, on respire un peu plus vite sans s'en rendre compte. Donc on va baisser notre taux de CO2 dans le sang. Il y a une expérience qui a été faite avec des cyclistes poussés jusqu'à l'épuisement dans une pièce à 40 degrés. Eh bien, le débit de sang dans la principale artère du cerveau, il chute d'environ 26%. Et plus de la moitié de cette chute s'explique juste par la baisse du CO2. Alors évidemment, c'est extrême, on va pas atteindre ça, mais globalement, c'est le même mécanisme. Mais la chaleur, elle se contente pas de réduire le débit sanguin vers le cerveau. Elle vient aussi déranger notre cortex préfrontal, qui nous sert un peu de frein et qui contrôle nos impulsions. Il y a des études d'imagerie qui montrent qu'en cas de forte chaleur, le fonctionnement de cette zone est perturbé et notre self-control se dégrade. Du coup, on devient potentiellement plus agressif. Parce que je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas qu'une question de baisse cognitive, c'est aussi une question de devenir violent. Et ça, je vous en parle juste après le sponsor de cette vidéo parce que je trouve qu'il arrive au bon moment. Aromazone. Aromazone, c'est une marque française que vous connaissez peut-être, je l'espère en tout cas, parce que c'est des super produits beauté, soins et bien-être avec des solutions naturelles et validées scientifiquement. Et justement, j'ai pu échanger avec une membre de leur comité scientifique et on s'est dit que ce serait bien que je vous parle de quelques produits qu'ils ont pour mieux vivre la canicule. Alors déjà, évidemment, on va se protéger du soleil avec ce baume solaire minéral avec SPF 50 et protection contre les UVA. Et en plus, grâce à son filtre d'origine 100% naturelle, il a un impact réduit sur les écosystèmes aquatiques et permet de soutenir l'association Positive Reef Initiative qui œuvre pour la recherche, la protection et la restauration des barrières de corail. C'est le petit symbole là. Ça y est, j'ai l'impression d'être un influenceur beauté, je fais comme ça, regardez.
pour que le focus se fasse sur le produit. Je l'ai utilisée, je trouve qu'elle est vraiment top, bien épaisse et agréable à mettre, ce qui tombe bien parce qu'il faut en mettre toutes les 2 heures. Ensuite, on a ces électrolytes en poudre à mettre dans votre boisson pour la rendre plus hydratante, avec en plus plein de minéraux, à savoir le magnésium, potassium, calcium et le zinc. Donc ça, c'est vraiment important quand il fait chaud et qu'on transpire. Par contre, je préviens, il faut aimer la coco. Il y a aussi une brume pour le corps et les cheveux, parfumée à la fleur d'oranger, et qui est aussi pleine d'actifs hydratants, en plus de me rafraîchir le corps. Pas les cheveux pour le coup. Et d'ailleurs, pour continuer dans le rafraîchissement, ils ont aussi un soin dit après effort avec du menthol qui va faire une sensation de frais immédiate. Tous ces produits et bien plus sont dispo sur leur site et avec le code Cyrus26, vous avez les frais de port offerts. Voilà, enfin ça dépend de où vous habitez. Genre si vous habitez aux États-Unis, ça marche pas, mais France, Benelux, tout ça, c'est good. Merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo qu'on reprend tout de suite. La fraîcheur du menthol. Ça, c'est vraiment mon préféré, je pense. La seule chose qui me dérange, c'est le côté après-effort. Moi, j'ai envie de le mettre sans avoir fait d'effort. On allait parler de violence. Il y a une étude de 1914 assez parlante là-dessus. On prend 38 policiers néerlandais et on met la moitié dans une salle à 27 degrés et l'autre moitié dans une salle à 21 degrés. Sachant que 27 degrés, c'est même pas une canicule. C'est juste une pièce un petit peu trop chaude. On les met ensuite devant un simulateur de tir. Genre un dispositif vidéo avec des armes laser, où il y a des scénarios réalistes qui se déclenchent et où ils doivent réagir comme en vraie intervention. Et là, le scénario, c'est qu'ils répondent à un cambriolage dans une remise et il y a un homme qui surgit avec un pied de biche. On filme le tout et après on leur fait remplir des questionnaires et on analyse les vidéos. Et bien les résultats sont simples. Les policiers dans la pièce chaude se sentent plus énervés, ils perçoivent le suspect comme plus agressif et plus menaçant. Dans les faits, la team froid, ils gardent leur arme dans l'étui dans 41% des cas. Mais pour la team chaud, c'est seulement dans 15% des cas. Autrement dit, ils dégainent presque tout le temps. Je trouve ces résultats hallucinants. Mais on est sur une échelle individuelle. Est-ce que c'est des comportements qu'on pourrait observer à une échelle plus large? Est-ce qu'on pourrait observer la criminalité en fonction de la température, par exemple? Bien sûr que oui, et on l'a fait. La figure de référence dans le domaine, c'est Craig Anderson de l'Université d'État de l'Iowa. Depuis les années 80, il a passé une bonne partie de sa carrière sur ce lien entre chaleur et agressivité. Il étudie du coup la criminalité et classe ses études de terrain en 2 familles. Celle qui compare des périodes plus chaudes à des périodes plus fraîches, donc le temps, et celle qui compare des régions plus chaudes à des régions plus froides, l'espace. On va commencer par le temps. Avec ses collègues, ils analysent les données américaines de 1950 à 1995. Pour chaque année, ils mettent côte à côte 2 chiffres, la température moyenne de l'année et le taux de crimes violents graves pour 100 000 habitants. Et ils se posent une question simple, est-ce que les années les plus chaudes sont les années les plus violentes? Alors pour répondre correctement à ça, il faudrait retirer aussi tout ce qui pourrait fausser le lien. Donc ils vont neutraliser statistiquement la tendance de fond de la criminalité, parce qu'elle monte, elle descend pour un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec la température. Ils vont faire pareil avec l'âge de la population, parce que plus il y a de jeunes hommes et plus il y a de violence, etc., etc. Et ils neutralisent aussi la pauvreté. Donc une fois qu'on a retiré tout ça, il reste la part qui dépend vraiment de la température. Chaque degré Celsius de plus sur la moyenne de l'année, c'est en moyenne environ 6,6 meurtres et agressions graves de plus pour 100 000 habitants. À l'échelle des États-Unis, ça représente plusieurs milliers de victimes supplémentaires, juste pour une année un peu plus chaude que la précédente. Alors on pourrait se dire, à très juste titre, c'est juste que les gens sont plus dehors, parce qu'il fait plus chaud, et qu'ils cassent peut-être leur routine, et donc ils se rencontrent plus, et donc ça crée plus d'épisodes violents. Bravo, c'est un très bon réflexe de penser comme ça, je vous félicite. Ils y ont évidemment pensé, et c'est pour ça qu'ils ont analysé tous les types de crimes. Et en fait, les crimes contre les biens, comme les vols ou les cambriolages, eux, ils bougent pas avec la température. Alors qu'en plus, vu que les gens sont pas chez eux, on aurait tendance à penser qu'il y a de bonnes raisons que ça augmente. Mais même pas. Donc c'est vraiment la violence le sujet. Mais la violence, c'est pas seulement celle qu'on exerce sur des inconnus. La violence entre inconnus, c'est la partie la plus visible. Mais quand la chaleur s'installe sur toute une population, ça touche aussi des chiffres plus intimes et plus durs. D'abord, les violences à soi-même, avec les suicides. Il y a une étude de Stanford de 2018 qui a analysé les registres officiels de décès des États-Unis et du Mexique sur plus d'une vingtaine d'années. Ils ont fait un travail de statisticien comparable à ce qu'on vient de voir. Et résultat, chaque degré de plus sur le mois, c'est plus 0,7% de suicides aux États-Unis et plus 2,1% au Mexique. Et en projetant le réchauffement climatique, ça donne environ 21 000 suicides supplémentaires d'ici 2050, États-Unis et Mexique réunis. Ensuite, il y a les violences à nos proches, et je pense surtout aux violences conjugales. Il y a une étude parue dans JAMA Psychiatry en 2023, qui a fait une étude transversale en fait sur près de 195 000 femmes en Inde, au Népal et au Pakistan. Et chaque degré de plus sur la moyenne annuelle,
c'est plus 4,49% de violences conjugales. Et ce sont les violences physiques et sexuelles qui montent le plus. C'est horrible. Alors en plus, oui, à cause des études que j'ai trouvées, on était très axé États-Unis pour le moment, mais ça semble se retrouver un petit peu partout ces résultats. Et en fait, ce serait pas déconnant a priori de se dire que si certains pays sont plus chauds que d'autres, alors peut-être qu'ils ont plus de problèmes de violence par exemple. Eh ben c'est le piège de cette vidéo, et vous et moi, on ne va pas tomber dedans. Parce que c'est un très vieux piège. Il y a Montesquieu qui écrivait en 1748 « Vous trouverez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertu, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même. Des passions plus vives multiplieront les crimes, chacun cherchera à prendre sur les autres tous les avantages qui peuvent favoriser ces mêmes passions. » C'est raciste et c'est infondé. C'est ce qu'on va voir ensemble. On a vu tout à l'heure les deux types d'études d'Anderson avec d'abord le temps. Et bien maintenant, on va voir l'espace. Au lieu de comparer des années chaudes à des années fraîches, on compare des endroits chauds à des endroits froids. Et le constat brut, c'est le même. Les régions chaudes, les villes chaudes, sont en moyenne plus violentes que les froides. Anderson et son équipe prennent 260 villes américaines. Le sud des États-Unis est plus chaud et plus violent, et l'étude est claire, c'est à cause de la température. C'est pas une question de culture du sud. Mais à l'échelle de la planète, c'est comment ? Non, parce qu'il faut être honnête, ça part pas de rien cette histoire. Si on regarde la carte du monde, la violence elle a tendance à augmenter à mesure qu'on se rapproche de l'équateur. Toute la question, c'est de savoir pourquoi. La version scientifique sérieuse de cette idée, c'est un modèle qui s'appelle CLASH, proposé en 2017 par Van Lange et ses collègues. Leur thèse, c'est que ce qui compterait, ce n'est pas vraiment la chaleur, mais la variation des saisons. Là où il fait froid et où les saisons sont marquées, on est obligé d'anticiper pour survivre. Donc il faut planifier l'hiver par exemple, et se contrôler pour pas épuiser les ressources de l'année. Donc on a une culture tournée vers le futur. C'est genre la fourmi dans la fable de la cigale et la fourmi. Mais près de l'équateur, le climat est stable, chaud toute l'année, donc on a une vie plus tournée vers le présent, donc c'est la cigale. Et donc on a moins de self-control. Ça voudrait dire plus de violence. Alors, c'est pas inintéressant comme idée, mais c'est aussi très dangereux. Parce qu'expliquer le caractère d'un peuple par sa météo, ça peut nous faire sortir de très grosses bêtises. Et d'ailleurs, quand ce modèle est sorti, il a été commenté par 80 chercheurs, dont beaucoup ont pointé exactement ça du doigt. Peut-être que la vraie cause, elle est ailleurs. Et spoiler, elle est ailleurs. Donc oubliez tout ce que je viens de vous dire sur la cigale et la fourmi. C'est là qu'arrive l'étude qui démonte le cliché. La même année, le chercheur italien Mario Coccia décide de répondre à Clash et il sort son étude. Il prend les données de 191 pays. Il met dans le même modèle 2 candidats pour expliquer les homicides, le climat d'un côté et l'inégalité de revenus de l'autre. Et regarde lequel des 2 candidats permet d'expliquer les disparités. Et vous l'aurez compris, c'est l'inégalité qui explique les écarts de violence entre les pays, pas le climat. Sa conclusion, elle est très claire, une société peu inégalitaire, même où il fait très chaud, ne produit pas de niveau élevé d'homicide. Donc dire qu'un pays est violent parce qu'il est chaud, c'est faux. Et donc, ce que certains ont pu prendre comme étant un effet de la chaleur, ou pire, du caractère des gens, c'est pour l'essentiel un effet de l'inégalité et de la pauvreté. Alors j'en vois qui se posent encore des questions, à juste titre. Ils se demandent si c'est pas la chaleur qui est responsable d'une manière ou d'une autre de ces inégalités. Et c'est une question sérieuse. Pour y répondre, il y a une étude que des économistes ont appelée « The Reversal of Fortune », donc le renversement de la fortune. Et au passage, les 3 économistes qui l'ont signé sont prix Nobel depuis 2024. La traduction, elle n'est pas de moi, c'est celle que j'ai trouvée sur Internet. En gros, ce qu'ils disent, c'est que si on regarde le monde en 1500, on réalise que les régions les plus riches et peuplées, souvent chaudes, comme celles qui abritaient les Moghols en Inde, les Aztèques au Mexique ou les Incas dans les Andes, eh bien c'est aujourd'hui parmi les zones les plus pauvres de la planète. Et à l'inverse, des régions tempérées quasiment vides à l'époque, comme les États-Unis, le Canada ou la Nouvelle-Zélande, sont devenues parmi les plus riches. Et c'est intéressant parce que le territoire n'a pas bougé. Et le climat, techniquement, c'est le même. Alors oui, il y a une hausse des températures, comme on le sait, mais globalement en relatif. L'Inde, c'est un pays chaud aujourd'hui, et c'était un pays chaud en 1500. Donc si la chaleur suffisait à condamner une région à la pauvreté, ce classement ne pourrait pas s'inverser. Par contre, ce qui a changé, c'est les institutions. Alors on peut les classer en 2 types, et cette distinction, elle vient de 2 des 3 chercheurs qu'on vient de voir, Acemoglu et Robinson, dans un livre qui s'appelle « Why Nations Fail ». D'un côté, on a les institutions inclusives, avec des sociétés où les règles profitent au plus grand nombre. Vous êtes protégé, vous pouvez posséder, entreprendre et vous gardez le fruit de votre travail. Et de l'autre, les institutions extractives où c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une petite élite qui capte le pouvoir pour pomper la richesse de tous les autres à son profit. Et ce que montrent ces chercheurs, c'est que quand les colons sont tombés sur des régions riches et densément peuplées, ils ont installé des institutions extractives
pour extraire un maximum de ces régions. Et le problème, c'est que ces institutions-là, elles restent ancrées dans les pays. Et comme une institution extractive, par définition, ça concentre la richesse dans très peu de mains, eh bien ça fabrique de l'inégalité. Donc le responsable des inégalités, c'est pas la chaleur, c'est les institutions. D'ailleurs, ces mêmes chercheurs ont réalisé que quand on tient compte des institutions dans les calculs, la distance par rapport à l'équateur, donc grosso modo la chaleur, n'explique plus rien en termes de richesse. Du coup, est-ce que ça veut dire que le climat n'a jamais joué le moindre rôle ? Non. Non, ces mêmes chercheurs racontent que les colons s'installaient moins là où l'environnement était hostile, donc avec des maladies tropicales comme la malaria et la fièvre jaune par exemple. Et donc c'est en partie ce qui a orienté le type d'institutions installées. Donc oui, il y a peut-être un bout de géographie là-dedans, mais c'est pas du tout les gens des pays chauds sont violents. C'est une toute autre histoire, et en plus, elle est encore débattue chez les chercheurs. Et surtout, le levier, c'est les institutions. Une institution, ça se change, un climat, non. Enfin ça, malheureusement, ça se discute. Donc ça reconfirme ce que je vous disais plus tôt, dire « ce pays est violent parce qu'il fait chaud », c'est faux. C'est parce qu'il est inégalitaire, et cette inégalité, elle vient de l'histoire et de la politique, pas du thermomètre. Il y a une question, ceci dit, qui reste peut-être un petit peu en suspens, c'est ce que j'ai dit au début. Si vous la regardez dans ces conditions, il est probable que vous la regardiez en étant un petit peu moins cognitivement efficace et un petit peu plus violent que d'habitude, parce que ça reste vrai. Donc du coup, comment les individus font dans ces pays-là ? Eh bien souvent, déjà, ils ont les infrastructures qui vont avec. Par exemple, Singapour, dont le fondateur a dit que la clim a été une des inventions les plus importantes pour eux. Mais c'est pas qu'une question d'infrastructure. C'est aussi des rythmes de vie différents, comme la sieste en journée et des heures de travail aux heures fraîches. Et enfin, les corps, dans une certaine mesure, s'adaptent aussi. En fait, il ne faut pas raisonner en température absolue. Le 32 degrés, dont on parlait pour un jour d'examen, ça marche pour un corps pas préparé. Mais ce qui pèse le plus au fond, c'est l'écart à la normale locale. J'adore ce sujet. C'est l'exemple typique qui nous montre que c'est pas parce que quelque chose est vrai à l'échelle individuelle, oui, la chaleur m'affaiblit cognitivement et me rend plus violent, que ça se décline à l'échelle des peuples. C'est contre-intuitif et c'est ça qui nous demande d'être toujours rigoureux quand on réfléchit et on analyse le monde qui nous entoure, même quand il fait près de 40 degrés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Aromazone de l'avoir sponsorisé. Merci à vous de l'avoir regardé. Et je vous souhaite un excellent été. Love, peace.